Il n'est de discours si obscurs, de racontars si bizarres, de propos si incohérents, à quoi nous ne puissions donner un sens. Nos ancêtres s'accouplaient dans leurs ténèbres à toute énigme et lui faisaient d'étranges enfants. Mythe est le nom de tout ce qui existe et ne subsiste qu'ayant la parole pour cause. Songez que demain est un mythe, que l'univers en est un, que le nombre, que l'amour, que le réel, comme l'infini, que la justice, le peuple, la poésie, la terre elle-même sont mythes. Tiens, je reçois un SMS à l'instant avec une photo du lac de Vincennes, sur le bord de Paris. Et c'est un ami qui se promène là, il me demande ce que je fais. Alors je lui réponds, je suis dans le Valéry jusqu'au cou. Malheureusement, il est plus court que celui des cygnes, mon cou. Je vais essayer de nager quand même. C'est qu'il n'est pas facile de mesurer un degré d'intelligence, ou ce qu'on nomme ainsi, ou un degré de lucidité. Déjà, une telle mesure suppose que nous-mêmes, nous soyons en mesure de la faire. Si je m'amuse à la tenter sur la personne de Valérie, je sens vite que l'opération me dépasse. Et ce n'est pas une vaine, une stérile idolâtrie. Où qu'il pose les yeux, quoi qu'il décrive de ce qu'il voit, je ne peux pas aller aussi loin. Il me perd en chemin. Ce chemin que j'ai cru découvrir il y a déjà 4-5 décennies, je n'imaginais pas du tout qu'il ouvrait sur ces perspectives insondables. Mais c'est toi qui veux lire la petite lettre sur les mythes de Valérie. Ah, c'est d'une telle richesse, bon courage à toi. Bon, en même temps, tu n'en es pas à ton premier enregistrement. Non. La lecture que j'ai refaite de ces impressions méditerranéennes, l'enregistrement que j'ai réalisé de son solitaire, relecture ou enregistrement récent, je n'imaginais pas, quand j'avais 20 ans, quel chemin Valéry lui-même avait dû faire pour en arriver à une expression aussi dure, aussi vraie, radicale, je ne trouve pas le mot. Expression et perception, bien sûr, aussi déliées, libérées des chaînes de nos routines, de nos habitudes. Valéry, c'est l'effort de toute une vie, la recherche, je le cite, de l'épuisement de toutes ses facultés de pensée. Et c'est même plus fou que ça, jusqu'à la recherche d'une pensée qui fasse mourir. Oui, les plus grands de son temps se sont aperçus à qui ils avaient affaire. Albert Einstein est monté sur l'estrade à l'issue d'une conférence pour lui serrer la main. Bergson dit, Henri Bergson, ce qu'a fait Valéry devait être tenté. Et je ne suis donc pas si naïf quand je me demande au point où Valéry me laisse, tant les hauteurs de ces chemins me semblent froides, lorsque je me demande simplement comment il a pu continuer à sourire, à jouer avec sa petite fille, Martine Rouard qui m'a dédié son livre de souvenirs, ou carrément, tel Antonin Artaud, comment il a pu ne pas succomber au ravage de l'esprit et continuer publiquement à se montrer d'un commerce agréable. Mais je suis certain qu'il ne portait pas de masque. Je crois au contraire que c'est cette même absence d'illusion, y compris au regard de sa propre intelligence, dont il ne faisait pas grand cas. On sait aussi ce qu'il pense des hommes dits sérieux. Eh bien, je crois que c'est cette absence d'illusion qui engendrait ce sourire, ce détachement, ce goût même de la blague osée parfois, qu'on lui connaît. Bon, la régie, j'entends qu'on a stoppé la musique de fond, et bien c'est très bien. Je vais en profiter pour dire la raison pour laquelle j'ai pensé qu'une introduction à la lecture de cette petite lettre sur les mythes, qui est tout sauf petite, était nécessaire. C'est que le ton, le style de l'écriture, la situation même dans laquelle Valéry se dit être, ne nous donne pas d'emblée l'idée de la profondeur des choses que nous allons entendre. Mais tenez, jugez vous-même. Une dame, ma chère amie, une dame toute inconnue m'écrit et m'interroge dans une lettre fort longue et passablement caressante sur quantité de points difficiles dont elle feint de croire que je puis délivrer son esprit.
dont est le fin de croire que je puis délivrer son esprit, et lisant, écoutant ce texte, il me souvient qu'interrogé sur un siècle ancien dans lequel il eût aimé vivre, Valéry s'était prononcé pour le XVIIIe. Et n'est-ce pas le siècle littéraire français du roman épistolaire? Choix lexical, figure de style tendant à l'abstraction, analyse psychologique poussée, parfois même tortueuse. Il ne m'étonnerait qu'à moitié que leurs spécialistes reconnaissent du Montesquieu, voire du Laclos dans ce qu'on va entendre. Mais ce qu'on va entendre surtout, c'est ce que Valéry rapporte du plus haut de ces hauteurs froides que j'ai évoquées tout à l'heure. Cette dame à qui il écrit, et cette autre dame, la première, celle qui le presse de répondre à ses interrogations, sont deux figures, deux interlocutrices mythiques dont il peuple et peut-être tente de tromper le désarroi de la lucidité que j'imagine la sienne. Petite lettre sur les mythes. Une dame, ma chère amie, une dame toute inconnue m'écrit et m'interroge dans une lettre fort longue et passablement caressante sur quantité de points difficiles dont est le fin de croire que je puis délivrer son esprit. Elle s'inquiète en moi de Dieu et de l'amour, si j'ai foi dans l'un et dans l'autre. Elle voudrait savoir si la poésie pure est mortelle au sentiment et me demande si je m'exerce à l'analyse de mes songes, comme il se fait dans l'Europe centrale, où il n'est point de personne bien née qui manque chaque matin à retirer de ses propres gouffres quelques énormités abyssales, quelques poulpes de forme obscène qu'elle s'admire d'avoir nourri. C'est pas gentil pour la psychanalyse. Sur tout ceci et plusieurs autres doutes, je n'ai pu éclairer ou rassurer sans profonde peine. Je n'ai point de grande lumière, mais il en faut peu sur les grands sujets. D'ailleurs, le ton fait tout. Une certaine grâce apaise, un certain tour excite, certains agréments égarent dans son plaisir l'âme tendre qui lit, et qui ne demande pas qu'on lui réponde, car ce serait finir le jeu et ôter la vie au prétexte, tant que d'être soi-même interrogé. Attends, que je relise ce que tu viens de dire. Certains agréments égarent dans son plaisir l'âme tendre qui lit et qui ne demande pas qu'on lui réponde, car ce serait finir le jeu et ôter la vie au prétexte, tant que d'être soi-même interrogé. Ah d'accord, oui, tu n'as pas donné un bon relief là. L'incidente, faut la mettre plus entre parenthèses. L'âme tendre qui lit et qui ne demande pas qu'on lui réponde, tant que d'être soi-même interrogé. Voilà. Continue. Toutefois, je me suis senti bien embarrassé dans une difficulté précise et particulière qui est de celle dont on ne peut se défaire sans beaucoup de lecture et de réflexion. La lecture me pèse. Il n'y a guère que l'écriture qui excède un peu plus ma patience. Je ne suis bon qu'à inventer ce qu'il me faut sur le moment. Je suis un misérable Robinson dans une île de chair et d'esprit, tout environné d'ignorance, et je me crée grossièrement mes ustensiles et mes arts. Je m'applaudis quelquefois d'être si pauvre et si incapable des trésors de la connaissance accumulée. Je suis pauvre, mais je suis roi, et sans doute, comme le Robinson, je ne règne que sur mes singes et mes perroquets intérieurs. Mais enfin, c'est régner encore. Je crois en vérité que nos pères ont trop lu et que nos cerveaux sont faits d'une pâte grise de livres. Ah, c'est donc là. Je me demandais où c'était cette fameuse citation de Valéry. Je crois que nos pères ont trop lu et que nos cerveaux sont faits d'une pâte grise de livres. C'est donc dans la petite lettre sur les mythes. Je m'en souviendrai. Une deuxième chose technique, celle-là. Si la régie voulait bien rendre plus transparent le texte qui défile parallèlement à ta lecture, ça fait comme un grillage sinon. D'accord?
on essaie. Je crois en vérité que nos pères ont trop lu et que nos cerveaux sont faits d'une pâte grise de vie. Ah oui, le visuel est bien meilleur. Ok. Je reviens à ma questionneuse que je laissais suspendue un instant à quelques clous de la durée. Cette femme sans visage, dont je ne sais que le parfum de son papier, et ce puissant parfum me donne une idée de nausée, met enfin une étonnante insistance à me faire expliquer sur les mythes et sur la science des mythes dont elle veut à tout prix que je lui parle et dont je ne sais que ce que je veux. Je ne devine pas ce qui lui importe. Que si ce fut de vous, ma sage et simple amie, et que votre curiosité sur ce point eût essayé d'irriter ma paresse, jamais vous n'eussiez tiré de ma tête autre chose que de pures plaisanteries, dont la plupart impures et le reste légères. Entre personnes qui se connaissent par essence, et comme il arrive de vous et de moi, hélas, rien ne compte que ce rapport mystérieux des êtres mêmes. Les paroles ne comptent pas, les actes ne sont rien. Chère âme, puisse donc que j'ai tant fait que de répondre à cette odorante indéterminée, et Dieu sait pourquoi je lui ai répondu, et quels obscurs espoirs, quels soupçons de doux risques m'ont séduit à lui écrire, je vous donnerai à vous-même la substance de ce que j'ai imaginé pour elle. Il s'agissait de feindre des connaissances que je n'ai point, et dont ceux qui les possèdent ne me rendent pas jaloux. Heureux ceux qui les ont, mais si solides qu'elles soient, malheureux s'ils se reposent sur elles. Je vous confesse tout d'abord qu'au moment d'appliquer mon effort à concevoir le monde des mythes, j'ai senti mon esprit rétif. Je l'ai poussé, j'ai forcé son ennui et ses résistances, et comme il reculait sous ma pression, retournant son regard vers ce qu'il aime, désirant ce qu'il fait le mieux dont il me peignit trop vivement les attraits, je l'ai jeté en fureur au milieu des monstres, dans la confusion de tous les dieux, des démons, des héros, des espèces horribles, et de toutes ces créatures des anciens hommes, lesquels mettaient leur philosophie à peupler l'univers aussi ardemment que nous mîmes plus tard la nôtre à le vider de toute vie. Nos ancêtres s'accouplaient dans leurs ténèbres à toute énigme et lui faisaient d'étranges enfants. Je ne savais m'orienter dans mon désordre, à quoi me prendre pour y planter mon commencement et développer les vagues pensées que le tumulte des images et des souvenirs, le nombre des noms, le mélange des hypothèses éveillait, ruinait en moi devant mon dessein. Ma plume piquait dans le papier, ma main gauche tourmentait mon visage. Mes yeux trop nettement se peignaient un objet bien éclairé, et je sentais trop bien que je n'avais aucun besoin d'écrire. Puis cette plume qui tuait le temps à petits traits se mit d'elle-même à esquisser des formes baroques, poissons affreux, pieuvres toutes échevelées de paraphes, trop fluides et faciles. Elle engendrait des mythes qui découlaient de mon attente dans la durée, cependant que mon âme, qui ne voyait presque pas ce que ma main créait devant elle, errait comme une somnambule entre les sombres murs imaginaires et les théâtres sous-marins de l'aquarium de Monaco. Qui sait, pensais-je, si le réel, dans ses formes innombrables, n'est pas aussi arbitraire, aussi gratuitement produit que ces arabesques animales. Quand je rêve et invente sans retour, ne suis-je pas la nature? Pourvu que la plume touche le papier, qu'elle porte de l'encre, que je m'ennuie, que je m'oublie, je crée. Un mot venu au hasard se fait un sort infini, pousse les organes de phrase, et la phrase en exige une autre, qui eût été avant elle. Elle veut un passé qu'elle enfante pour naître, après qu'elle a déjà paru. Et ces courbes, ces volutes, ces tentacules, ces palpes, pattes et appendices que je file sur cette page, la nature à sa façon ne fait-elle de même dans ses jeux,
quand elle prodigue, transforme, abîme, oublie et retrouve tant de chances et de figures de vie au milieu des rayons et des atomes, en quoi foisonne et s'embrouille tout le possible et l'inconcevable. L'esprit s'y prend tout de même. Mais encore, il renchérit sur la nature, et non seulement il crée comme elle a coutume de faire, mais il y ajoute qu'il fait semblant de créer. Il compose au vrai le mensonge, et cependant que la vie ou la réalité se borne à proliférer dans l'instant, il s'est forgé le mythe des mythes, l'indéfini du mythe, le temps. Mais le mensonge et le temps ne seraient point sans quelque artifice. La parole est ce moyen de se multiplier dans le néant. Et voici comme je vins enfin à mon sujet, et comme j'en fis une théorie pour la dame invisible et tendre. Petite lettre sur les mythes. « 1943, ou 1940, sous l'occupation, en tout cas, Valéry composait Le Solitaire, qui m'a tellement bouleversé. Hein. Mais ce qu'il dit dans la petite lettre sur les mythes, il y a déjà, c'est le germe de ce qu'il dira d'une façon, comment on pourrait dire, amère, acide, très négative dans Le Solitaire. C'est aussi mon dada, Zurich. C'est aussi mon dada, c'est-à-dire la traque de notre conditionnement verbal. Mais je m'aperçois à quel point, à quel degré de lucidité Paul Valéry l'a poussé. C'est incroyable, incroyable. Bon, heureusement qu'on peut travailler la mécanique digitale grâce à ce genre de choses. Dame, lui ai-je dit, ô mythe. Mythe est le nom de tout ce qui existe et ne subsiste qu'ayant la parole pour cause. Il n'est de discours si obscurs, de racontards si bizarres, de propos si incohérents, à quoi nous ne puissions donner un sens. Il y a toujours une supposition qui donne un sens au langage le plus étrange. Imaginez encore que plusieurs récits de la même affaire ou des rapports divers du même événement vous soient faits par des livres ou par des témoins qui ne s'accordent pas entre eux, quoique également dignes de foi. Dire qu'ils ne s'accordent pas, c'est dire que leur diversité simultanée compose un monstre. Leur concurrence procrée une chimère. Mais un monstre ou une chimère qui ne sont point viables dans le fait, sont à leur aise dans le vague des esprits. Une combinaison de la femme et du poisson est une sirène, et la forme d'une sirène se fait aisément accepter. Mais une vivante sirène est-elle possible? Je ne suis pas du tout assuré que nous soyons déjà si experts dans les sciences de la vie que nous puissions refuser la vie aux sirènes par raison démonstrative. Il faudrait bien de l'anatomie et de la physiologie pour leur opposer autre chose que ce fait. Les modernes n'ont jamais péché. Ce qui périt par un peu plus de précision est un mythe. Sous la rigueur du regard et sous les coups multipliés et convergents des questions et des interrogations catégoriques dont l'esprit éveillé s'arme de toutes parts, vous voyez les mythes mourir et s'appauvrir indéfiniment la faune des choses vagues et des idées. Les mythes se décomposent à la lumière que fait en nous la présence combinée de notre corps et de notre sens du plus haut degré. Voyez comme le cauchemar compose en un drame tout-puissant quelques diversités de sensations indépendantes qui nous travaillent sous le sommeil. Une main sous le corps est prise, un pied qui s'est découvert et délivré des langes se refroidit au loin du reste du dormeur. De matinaux passants vocifèrent à l'aube dans la rue, l'estomac vide s'étire et les entrailles fermentent,
Telle lueur du grand soleil levant inquiète vaguement la rétine au travers des paupières abaissées, autant de données séparées et incohérentes, et personne encore pour les réduire à elles-mêmes et au monde connu, pour les organiser, retenir les unes, abolir les autres, ordonner leurs valeurs et nous permettre de passer outre. Mais toutes ensemble sont comme des conditions égales et devant être également satisfaites. Il en résulte une création originale, absurde, incompatible avec la suite de la vie, toute puissante, toute effrayante, qui n'a en soi-même aucun principe de fin, point d'issue, point de limite. Il en est ainsi dans le détail de la veille, mais avec moins d'unité. Toute l'histoire de la pensée n'est que le jeu d'une infinité de petits cauchemars à grandes conséquences, tandis que dans les sommeils s'observent de grands cauchemars à très courtes et faibles conséquences. Je le répète, toute l'histoire de la pensée n'est que le jeu d'une infinité de petits cauchemars à grandes conséquences, tandis que dans les sommeils s'observent de grands cauchemars à très courtes et très faibles conséquences. Tout notre langage est composé de petits songes brefs, et ce qu'il y a de beau, c'est que nous en formons quelquefois des pensées étrangement justes et merveilleusement raisonnables. En vérité, il y a tant de mythes en nous, et si familiers qu'il est presque impossible de séparer nettement de notre esprit quelque chose qui n'en soit point. On ne peut même en parler sans mythifier encore, et ne fais-je point dans cet instant le mythe du mythe pour répondre aux caprices d'un mythe? Oui, je ne sais que faire pour sortir de ce qui n'est pas, chères âmes, tant la parole nous peuple et peuple tout, que l'on ne voit comment s'y prendre pour s'abstenir des imaginations dont rien ne se passe. Songez que demain est un mythe, que l'univers en est un, que le nombre, que l'amour, que le réel, comme l'infini, que la justice, le peuple, la poésie, la terre elle-même sont mythes. La terre elle-même, mythe. Et le pôle même en est un, car ceux qui prétendent y être allés n'ont pensé y être que par des raisons qui sont indivisibles de la parole. J'oubliais tout le passé. Toute l'histoire n'est faite que de pensées auxquelles nous ajoutons cette valeur essentiellement mythique qu'elle représente ce qui fut. Chaque instant tombe à chaque instant dans l'imaginaire, et à peine l'on est mort, l'on s'en va rejoindre, avec la vitesse de la lumière, les centaures et les anges. Que dis-je? À peine le dos tourné, à peine sorti de la vue, l'opinion fait de nous ce qu'elle peut. Je retourne à l'histoire, comme insensiblement elle se change en rêve à mesure qu'elle s'éloigne du présent. Tout près de nous, ce ne sont encore que des mythes tempérés, gênés par des textes non incroyables, par des vestiges matériels qui modèrent un peu notre fantaisie. Mais franchis 3 ou 4 000 ans en deçà de notre naissance, on est en pleine liberté. Enfin, dans le vide du mythe du temps pur, et vierge de quoi que ce soit qui ressemble à ce qui nous touche, l'esprit, assuré seulement qu'il y a eu quelque chose, contraint par sa nécessité essentielle de supposer un antécédent, des causes, des supports à ce qui est, ou à ce qu'il est, enfante des époques, des états, des événements, des êtres, des principes, des images, ou des histoires de plus en plus naïves, qui font songer, ou qui se réduisent aisément, à cette cosmologie si sincère des hindous, quand ils plaçaient la Terre, afin de la soutenir dans l'espace, sur le dos d'un immense éléphant, cette bête se tenant sur une tortue, elle-même portée par une mer que contenait je ne sais quel vase.
le philosophe le plus profond, le physicien le mieux armé, le géomètre le mieux pourvu de ces moyens que Laplace pompeusement nommait les ressources de l'analyse la plus sublime, ne peuvent ni ne savent faire autre chose. C'est pourquoi il m'est arrivé d'écrire certains jours « Au commencement était la fable ». Je connais quelqu'un qui dit « Au commencement était la croyance », dont la croyance au commencement. Ce qui veut dire que toute origine, toute aurore des choses est de la même substance que les chansons et que les contes qui environnent les berceaux. C'est une sorte de loi absolue que partout, en tout lieu, à toute période de la civilisation, dans toute croyance, au moyen de quelle discipline que ce soit, et sous tous les rapports, le faux supporte le vrai. Le vrai se donne le faux pour ancêtre, pour cause, et pour auteur, pour origine et pour fin, sans exception ni remède. Et le vrai engendre ce faux dont il exige d'être soi-même engendré. Toute antiquité, toute causalité, tout principe des choses sont inventions fabuleuses et obéissent aux lois simples. Que serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas? Peu de choses. Et nos esprits bien inoccupés languiraient si les fables, les méprises, les abstractions, les croyances et les monstres, les hypothèses et les prétendus problèmes de la métaphysique ne peuplaient d'êtres et d'images sans objet nos profondeurs et nos ténèbres naturelles. Les mythes sont les âmes de nos actions et de nos amours. Nous ne pouvons agir qu'en nous mouvant vers un fantôme. Nous ne pouvons aimer que ce que nous créons. Voilà, ma chère, presque tout mon discours à la femme sans corps, dont je crains et ne est point que vous soyez jalouse. Je vous épargne quelques phrases de grand style, par quoi j'ai cru qu'il fallait consommer ces propos. J'ai mis un peu de poésie au dernier moment de ma lettre. On ne peut laisser une dame en proie à de simples idées. Il faut lui dorer les adieux. Je me suis donc laissé dire à mon inconnu que l'aurore et que le soir du temps, pareils à ceux d'une belle journée qui sont tout enchantés et illuminés de prestige par le soleil très bas sur l'horizon, se colorent, se remplissent de miracles. Ainsi que la lumière presque rase enfante à l'œil humain des jouissances prodigieuses, le gorge de magie, de transmutations idéales, de formes énormes soutenues et développées dans l'altitude, figures d'autres mondes, séjours brûlants aux roches d'or, aux lacs trop purs, trônes, grottes errantes, enfers supérieurs, féeries, et de même que ces hauts lieux éblouissants, ces fantasmes, ces monstres, ces déités aériennes s'analysent en vapeur et en rayonnement décomposé. Ainsi de tous les dieux et de nos idoles, même abstraites, ce qui fut, ce qui sera, ce qui se forme loin de nous, ce que demande notre esprit, les origines qu'il réclame, la suite et les dénouements dont il a soif, il ne peut qu'il ne les tire et ne les subisse de soi-même, séparé de l'expérience, isolé des contraintes que le contact direct lui impose, il engendre ce qu'il faut selon soi seul. Il se rétracte en soi, il émet l'extraordinaire, il fait jaillir de ses moindres accidents des créations surnaturelles. Dans cet état, il use de tout ce qu'il est. Un quiproquo, un malentendu, un calembour le féconde. Il appelle sciences et arts la puissance qu'il a de donner à ses fantasmagories une précision, une durée,
une consistance et jusqu'à une rigueur dont il est lui-même étonné, accablé quelquefois. Adieu, cher. Jamais revenir sur l'amour. Donc c'est vrai, c'est l'ado. Dites donc, vous n'êtes pas tellement rancuniers, vous autres, les Allemands. 7e sonate, sonate de guerre, 1943. Prokofiev, prix Staline, 1943. Et publié à Hambourg. Et cette sonate, on l'appelle sonate Stalingrad. Non, vous n'êtes pas rancunier. C'est bien. Ça, le gars.